merci beaucoup à tous les deux sur cette histoire de la modulation que vous avez bien illustrée et bien expliquée, parce que c'est vrai que c'est un des éléments d'ailleurs de ce projet de loi. Et c'est d'ailleurs là-dessus que joue un peu le gouvernement, c'est que ce projet de loi est très technique, quoi. Et donc d'ailleurs, ils passent à peu près leur temps à nous expliquer qu'on n'aurait rien compris. Bon. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire cette soirée en mobilisant des avocates, des avocats, des syndicalistes, pour expliquer à la fois juridiquement ce que contenait ce projet de loi, et puis très concrètement ce qui allait se passer dans le quotidien des salariés dans les entreprises. Alors merci beaucoup à tous les deux. Alors dans ce projet de loi, on trouve un terme que moi j'ai trouvé super, des accords en faveur de l'emploi. C'est vachement sympa, j'ai trouvé. Alors, Emmanuelle Boussard-Verrecchia, vous êtes avocate en droit social. Ça vous parle, ça, accord en faveur de l'emploi? Ça sonne joli quand même. C'est un très joli titre. Malheureusement, ce n'est qu'un joli titre. C'est très cosmétique, mais ça cache une réalité qui est absolument différente. Alors, nous avions déjà antérieurement, par des lois précédentes, des accords pour le maintien de l'emploi, qui étaient des accords qui étaient possibles où il était possible de moduler le temps de travail ou la rémunération temporairement quand il y avait de graves difficultés économiques conjoncturelles. Ça pouvait se comprendre. Mais là, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire que cet accord en faveur de l'emploi, comme il s'appelle, sera complètement en dehors de toute difficulté économique. On n'y fait même plus référence. Donc le problème n'est plus et ne sera plus, et c'est bien ça que recherchent les entreprises, l'application des dispositions contraignantes, du moins le pense-t-elle, en matière de licenciement pour motif économique, les licenciements collectifs ou individuels économiques, les PSE, avec ce qu'il faut dedans pour qu'ils soient réguliers, plan sauvegarde de l'emploi, avec le contrôle de l'administration du travail sur la régularité de la procédure et du contenu des procès. Tout ça, ça disparaît. Tout ça, ça disparaît dans ces fameux accords en faveur de l'emploi. Mais à la place, nous avons une possibilité, en dehors de tout motif économique, d'adapter, plus exactement de modifier, et toujours à la baisse en ce qui concerne la rémunération, mais toujours à la hausse en ce qui concerne le temps de travail. C'est-à-dire que cet accord pourra imposer aux salariés, même si son contrat de travail prévoit un volume horaire différent, pourra imposer aux salariés de travailler plus longtemps pour la même rémunération. Ce qui veut dire... C'est une baisse de salaire, quoi. Une baisse effective de salaire en ce qui concerne le taux horaire. Et ça sans qu'il y ait de difficultés économiques dans l'entreprise? Sans qu'il y ait de difficultés économiques, simplement parce que votre accord aura été conclu en vue de préserver et de développer l'emploi. Et qu'est-ce qui se passe si le salarié refuse ? Intention. Qu'est-ce qui se passe si le salarié refuse? Si le salarié refuse, parce que lui, il a un joli contrat de travail qui lui dit « je suis payé tant pour faire tant d'heures ». Donc il dit « halte là, monsieur le patron, je suis désolé, moi j'ai un contrat de travail ». Eh bien non. L'accord collectif s'imposera. C'est-à-dire que le salarié sera purement et simplement licencié pour avoir refusé. Vous pouvez être licencié si vous avez refusé un accord qui a modifié structurellement votre contrat de travail. Contrat de travail que vous venez de signer avec votre patron, qui vient de signer lui aussi un accord collectif qui vient contrarier votre contrat. Donc il sera licencié, mais pas pour un motif économique. Donc il n'y aura pas toutes les dispositions, là encore, protectrices, si on peut dire, dans le cas du licenciement pour motif économique. Il sera licencié pour un motif personnel. Il sera licencié pour avoir refusé la modification de son contrat de travail. Et ce motif personnel lira le juge, et le juge ne pourra plus rien dire et n'aura plus aucun moyen d'appréciation sur ce motif. Et donc, là encore, on a éviction du juge, éviction du salarié. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas un accord en faveur de l'emploi. Oui, c'est plutôt un accord en faveur du patronat, quoi. Ouais. Vous pouvez le dire. OK. Merci beaucoup, Emmanuelle Boussard-Verrecchia. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans les entreprises? Alors, Olivier Dupuis, vous êtes cadre chez RTE, qui est une filiale d'EDF. Pour vous, cette loi, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'il y a une mesure qui vous a particulièrement interpellé? La mesure qui m'a le plus interpellé, c'est effectivement sur le référendum direct des salariés. Et alors, est-ce que vous pouvez dire en deux mots de quoi il s'agit? C'est-à-dire que quand il y a un accord qui n'est pas signé par une majorité de syndicats, les syndicats qui sont minoritaires dans l'entreprise peuvent demander à ce qu'il y ait un référendum, d'accord? Absolument, oui. Bon, moi, en tant que citoyenne, par exemple, j'entends ça, je me dis, c'est sympa les référendums. Alors, déjà, il faut savoir que les organisations syndicales savent faire ce type de référendum via les comités d'entreprise, via les organisations syndicales. Donc, on s'étonne un peu déjà qu'il y ait
une idée comme ça qui arrive sur la table d'un référendum direct avec les salariés. Donc ça, c'est... Après, il y a quand même un lien qui lie l'employeur aux salariés, c'est le lien de subordination. Croire que ça sera à l'initiative des syndicats, la réalité, ce sera certainement à l'initiative des employeurs. On a des cas concrets sur ça, par exemple, ce qui s'est passé chez Smart, où on voit l'opposition dans un accord pour passer de 37 à 39 heures, l'opposition des salariés, par exemple, des cadres et des employés. Ça va, je pense, se dégrader et donner un climat très malsain dans les entreprises. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est quand même bizarre de parler de référendum, qui est un élément démocratique, dans un cadre de travail qui est l'entreprise, dans lequel il n'y a pas d'égalité, en fait, entre d'un côté le patronat et de l'autre côté les salariés. Voilà, je pense que c'est illusoire. Tout le monde ici sait qu'il y a quand même des pressions qui peuvent être exercées lors d'un référendum sur les salariés, un peu moins sur les syndicalistes, bien sûr, puisqu'ils dérogent à cette règle-là pendant leur temps de délégation. Mais on a quand même un autre problème, c'est tout simplement qu'on va toucher non seulement au contrat de travail, mais au fondement même aujourd'hui des accords de 2008, ce qui donnait les accords majoritaires, qui donnaient quand même la possibilité des organisations syndicales majoritaires de passer des accords sans difficulté. Là aujourd'hui, on réinverse les choses et on redonne un peu du flou et je dirais une prime à des organisations syndicales minoritaires. En fait, c'est une mesure pour contourner le travail des organisations syndicales et notamment de tous les syndicalistes qui au quotidien dans les boîtes, dans les entreprises, se battent pour défendre les salariés. Non seulement contourner les syndicats, mais en même temps, il faut savoir qu'on est toujours sur le moins-disant. Quand on voit chez Smart, c'était plus de temps de travail. Quand on voit dans d'autres entreprises, c'est toujours, en gros, vous acceptez en fait d'être payé moins, ou alors c'est le licenciement. Donc il y a quand même une pression forte. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que quand on nous explique que les référendums, ça va être super, ça va permettre de gagner des droits nouveaux, en fait, tous les exemples qu'on a jusqu'à présent, ou l'immense majorité des exemples qu'on a, c'est des droits en moins. C'est ça? Absolument. On est dans le moins-disant à chaque fois sur ce type de référendum. Et si vraiment le gouvernement voulait donner une réforme par rapport à ce type de référendum, qu'on aille vers des initiatives des salariés, voilà, et qu'on revienne à une égalité, qu'on l'impose après au patronat, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. On va faire un tour vers notre cellule web, très rapidement, où on est la pétition Loi travail non merci, et peut-être celle de Dominique Régnier également. Non, c'est pas sympa. Donc on a dépassé le million, maintenant on a 755 signatures en plus, donc 1 755 signatures, c'est énorme. On voulait vous parler maintenant, pour rebondir sur du sujet de France 2. Voilà, on en a déjà parlé un petit peu, mais je vous rappelle que hier, France 2 était un peu à court d'arguments sur le fond de la loi travail. Du coup, ils se sont dit on va attaquer sur la forme et puis on va faire un petit reportage sur le fait que, si ça se trouve, sur Change, les signatures, elles sont bidons, elles ont été faites par des bots, par des gens qui créent des adresses e-mail un peu n'importe comment. Alors ça vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux? Et ce qu'on a vu beaucoup sur les réseaux, c'est vous avez pris des photos de vous-même avec des feuilles où vous marquiez « Loi travail non merci ». On a choisi un tweet de Pauline, là, qu'on vous montre à l'écran, et il y en a eu énormément comme ça. On a trouvé ça très chouette. Ouais. Voilà, donc si vous aussi vous avez signé en chair et en os, n'hésitez pas à poster sur Twitter. Et puis on revient à la vraie Caroline de Haas, on vous promet, on ne l'a pas trafiquée, elle est sur le plateau. Merci à tous les deux. On revient donc sur le plateau. Nous allons maintenant parler avec une économiste, Anne Hédou. Merci d'être là. Alors on dit depuis 10 jours énormément de choses sur pourquoi ce projet de loi est absolument nécessaire. On a l'impression qu'il n'y aurait pas d'alternative. Je me souviens, le gouvernement a distribué ces dernières années 41 milliards d'euros aux entreprises. Ça n'a pas permis, semble-t-il, d'inverser la courbe du chômage. Là, on nous dit qu'il faudrait fragiliser le contrat de travail, fragiliser le droit du travail. Et donc, vous allez nous éclairer sur ce sujet avec Alexandre Fleuret. Alexandre Fleuret, bonsoir. Vous travaillez dans une entreprise de conseil au comité d'entreprise. Je vais vous laisser la parole pour pouvoir échanger avec Anne Hédou. Je vais plutôt poser des questions. En réalité. Très bien. Donc Karl vous a déjà présenté. Je rajouterai 2 mots. Vous êtes maître de conférence à Rennes 2, spécialisé sur les questions de l'emploi, du chômage, des politiques d'emploi, des politiques sociales et de l'égalité femmes-hommes. Et vous êtes bien sûr une économiste atterrée.
Si je ne me trompe pas, vous avez déjà été invité sur ce plateau, donc vous êtes familière des lieux, et vous avez contribué récemment avec une de vos collègues à une courte note, enfin une note très intéressante sur le site des économistes atterrés, qui explique un petit peu justement d'un point de vue économique en quoi les réformes, l'inspiration de ce type de réforme était en fait néfaste pour l'emploi. Donc je vais vous poser en fait 3 questions assez courtes, et je vais me faire l'avocat du diable ce soir pour vous challenger un peu, entre guillemets. Donc la première question que je vais vous poser, et c'est en fait, j'ai pas inventé grand chose, j'ai repris les questions principalement sous-entendues dans l'article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde d'un certain nombre d'économistes qui se font en fait les héros de cette loi. Et alors leur premier point, c'est de dire que les entreprises n'embauchent pas parce qu'elles auraient peur de licencier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, voilà. Alors ça, c'est effectivement l'un des arguments des économistes néolibéraux pour défendre cette réforme du Code du travail, l'idée que les employeurs auraient peur d'embaucher parce que, notamment en CDI, parce que ça coûte trop cher de licencier, ça leur fait courir un risque. On a presque l'impression que le Code du travail les précarise. Les nouveaux précaires, c'est eux. Et ça s'appuie sur un raisonnement des économistes qui est bien connu et qui a tendance à faire mouche, mais je pense qu'il faut y revenir. C'est la théorie des insiders et des outsiders. C'est-à-dire que l'idée de ces économistes, c'est que finalement, il y aurait en France une dualisation du marché du travail, avec d'un côté des travailleurs stables, qu'ils appellent les insiders, qui savent défendre leurs conditions d'emploi. Et précisément parce que ces travailleurs stables défendent leurs conditions d'emploi, protègent leur emploi, eh bien, on aurait de l'autre côté des chômeurs, les outsiders, qui, à cause de ça, ne parviendraient pas à rentrer dans l'emploi. Et on voit bien, par exemple, que pour illustrer ce modèle, l'exemple d'Uber est très pratique pour les néolibéraux, puisque précisément, Uber, ce serait presque la révolte des outsiders qui enfin réussissent à trouver un emploi, mais hors cadre. Donc ça, c'est très, très important. Et je pense qu'il est important de dire que ça renverse complètement la réalité des rapports de force sur le marché de l'emploi, puisque c'est quoi cette réalité des rapports de force ? On est quand même depuis plus de 30 ans dans une situation de chômage massif, et donc sont en position de force les employeurs. La loi El Khomri l'illustre très bien, puisqu'elle traduit des rêves du MEDEF, qui datent d'ailleurs de la fin des années 90. Donc voilà, les rapports de force sont en faveur des employeurs, et cette théorie insider-outsider laisserait penser que c'est les salariés stables qui seraient en position de force en ce qui concerne l'emploi et qui imposerait à tous, les employeurs précarisés par le Code du travail et les outsiders, leur sécurité de l'emploi. Donc, l'idée, c'est que, puisque c'est comme ça, il faudrait déréguler l'emploi, simplifier le Code du travail pour précisément libérer l'embauche. Ça, c'est les grands arguments. Or, on a en réalité 30 ans d'expérience de dérégulation de l'emploi et pas d'inversion de la courbe du chômage. Et au contraire, ce qu'on observe, c'est que ce qui a augmenté finalement, c'est la dualisation du marché du travail que dénoncent les néolibéraux. De plus en plus de précaires et d'outsiders. L'emploi précaire a considérablement augmenté. Le CDI aujourd'hui n'est plus la norme pour les jeunes de 15 à 25 ans, de 16 à 25 ans, puisque 45% d'entre eux seulement sont en CDI. Depuis 2010, ça s'est inversé. Donc voilà, le résultat de ces réformes, c'est ça, c'est la précarisation. Et je dirais qu'il est étonnant que la France persiste alors que l'OCDE, qui a pourtant défendu pendant des années oui, en effet, ces réformes, a dit dès 2004, il est encore difficile de déterminer si les réformes structurelles ont induit une régression durable du chômage. Donc même l'OCDE n'a pas réussi à prouver que ces réformes faisaient baisser le chômage. Voilà, et pourtant on continue.
Pourtant, vos contradicteurs, entre guillemets, dans le monde, utilisent l'exemple de l'Espagne, en disant que justement, il y aurait plus d'embauches avec une régression des droits sociaux à travers cela. Alors, du coup, la question est simple, c'est est-ce que ces réformes ont marché dans d'autres pays? Vous avez commencé à y répondre, mais... Prenons les réformes dans les autres pays, l'Espagne, le Portugal. Le Portugal, par exemple, qui était considéré comme un bon élève de l'OCDE parce qu'il avait flexibilisé son marché du travail même avant la crise. Et je dirais que le marché du travail espagnol était aussi extrêmement flexible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise? Eh bien, l'emploi s'est effondré. Alors bien sûr, il y a eu des faillites, mais l'emploi flexible, c'est précisément la facilité de licencier. Et en Italie, j'ai des collègues qui ont montré que cette flexibilité est extrêmement pernicieuse puisqu'elle encourage les entreprises à rechercher la baisse des coûts, la flexibilité en licenciant, et du coup, elles perdent du savoir-faire, elles perdent de la compétitivité à long terme. À l'inverse, on peut opposer l'exemple allemand. L'Allemagne, l'emploi allemand a très bien résisté pendant la crise dans l'industrie. Pourquoi? Eh bien, parce que précisément, les entreprises n'ont pas licencié, elles ont gardé leurs salariés, elles ont très peu licencié, elles ont utilisé massivement le chômage partiel, la réduction du temps de travail, des modes de flexibilité interne qui leur ont permis de repartir dès que les exportations ont repris, avec une main-d'œuvre de qualité. Et alors pour finir, une dernière question avec deux entrées entre guillemets. Donc face au chômage et puis sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois les demandeurs d'emploi au sens traditionnel et en même temps ce qu'on appelle le halo du chômage, dont on a un peu entendu parler avec les chiffres de l'INSEE sortis assez opportunément hier, si je ne me trompe pas. Alors dans ce cas-là, dans ce cadre-là, que faire? D'abord d'un point de vue macroéconomique, et puis aussi qu'est-ce que des syndicalistes pourraient porter dans les entreprises, parce que c'est aussi à ce niveau-là que les choses se jouent. Vous l'avez dit tout à l'heure, bien souvent l'emploi est considéré comme étant une variable d'ajustement pour rétablir un certain nombre d'autres indicateurs financiers de profit habituels. Alors que faire? Il y a une première chose à faire, c'est la réduction du temps de travail. Alors, le Parti socialiste ne revendique pas l'héritage des 35 heures, mais il faut quand même savoir que dans la période 98-2002, qui est la période de mise en œuvre des 35 heures, la France a créé plus d'emplois que jamais dans ces 40 dernières années. Donc la question de la réduction du temps de travail doit être reposée si on veut penser à réformer l'emploi. Réformer le code du travail, pourquoi pas? On peut sans doute faire plus simple et plus protecteur, intégrer les travailleurs Uber dont il est souvent question dans le code du travail et dans le salariat pour les protéger. Pourquoi? Parce que précisément, sécuriser l'emploi, c'est bon pour la productivité, c'est bon pour la qualité du travail et il vaut mieux que les pays européens recherchent la compétitivité et la productivité avec des travailleurs stables plutôt qu'en baissant le coût du travail parce qu'on ne rattrapera jamais la Chine à ce jeu-là. Voilà. Et puis, on peut aussi aller plus loin. Il faut changer de modèle, mettre en place un nouveau pacte productif écologique et social. Et on sait, il y a des scénarios qui le montrent, que ce serait créateur d'emplois. Mais là, on a une difficulté qui est la gouvernance économique de l'Europe par l'austérité. Et donc voilà, il faut peser aussi sur l'Europe, sur cette gouvernance économique en Europe. Anedou, merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient aller un tout petit peu plus loin, je ne pourrais que recommander le livre d'un autre économiste atterré, Philippe Ashkenazi, notamment sur la question des travailleurs Uber, qui vient de sortir et qui a mené un travail assez intéressant qui s'appelle Tous rentiers et qui permet aussi justement d'ouvrir la boîte noire de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alexandre Fleuret et merci Anedou. Vous retrouvez sur Mediapart en accès libre, je crois, toute la soirée, un certain nombre d'entretiens et notamment un entretien avec Anedou beaucoup plus long sur les questions économiques et cette réforme du travail. Alors, continuez à signer la pétition sur loitravail.lol toute la soirée. On a lancé cette pétition sur ce site internet loitravail.lol. Vous pouvez à la fois signer la pétition et vous pouvez aussi interpeller le gouvernement sur toutes les mesures du projet de loi. Chaque carré du site explique une mesure et ensuite, quand vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer un mot via Twitter à Myriam El Khomri, Manuel Valls ou François Hollande. Alors, dans quelques jours, c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui, non, ce n'est pas la journée de la femme, puisque la femme n'existe pas. C'est la journée des droits des femmes, le 8 mars.
Alors vous allez me dire, ah là là, qu'est-ce qu'elle nous ramène encore, les trucs des droits des femmes au milieu de tout ça? C'est quoi le rapport entre la loi travail et les droits des femmes? Alors avant de passer la parole à Cécile Gondard-Lalanne, qui est co-porte-parole de l'Union syndicale solidaire, je vous donne juste une petite phrase que vous pouvez noter dans un coin de votre tête, un petit moyen mémotechnique. C'est assez simple. Il y a toujours un rapport sur tous les sujets avec l'égalité femmes-hommes. Voilà. Comme ça, c'est assez simple de s'en souvenir. Quel que soit le sujet sur lequel on milite, on pense, on réfléchit, on lit, il y a toujours un rapport avec l'égalité femmes-hommes. Et c'est d'ailleurs ce qu'en fait un sujet si passionnant. N'est-ce pas, Cécile Gondard-Lalanne? Donc vous êtes co-porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Merci d'être là. Et donc vous vouliez nous parler justement de ce rapport entre égalité femmes-hommes et cette fameuse loi travail. Oui, j'en vois au moins un, qui est à partir du moment où on touche au temps de travail, ça a des incidences immédiates, je dirais, pour les femmes salariées, pour une raison assez simple, mais qui est compliquée. Mine de rien, c'est que aujourd'hui, ça touche à la répartition, à l'inégale répartition des tâches domestiques entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que les chiffres sont là. On a aujourd'hui une femme, elle travaille, salariée, elle rentre chez elle et elle fait en moyenne 4 heures de travail domestique, en plus de sa journée, c'est ce qu'on appelle la double journée. Un homme fait 2h20, pour comparer. Voilà, donc cette inégale répartition du travail domestique, évidemment, elle est centrale dès lors qu'une loi vise à toucher, qu'il s'agisse par le biais de la modulation du temps de travail, par le biais de l'augmentation de la durée du travail, à toucher le temps de travail pour les femmes salariées, parce que de fait, ça les oblige, alors qu'elles sont déjà dans un monde contraignant de ce point de vue-là, à gérer le domestique en plus de gérer le public, c'est-à-dire le genre la vie publique, la vie dans l'entreprise. Dans l'entreprise de salarié, en tant que salarié, de fait, cette loi-là rajoute, de ce point de vue-là, de la contrainte à des femmes qui ont déjà des contraintes en tant que telles. Du coup, ça veut dire que, en gros, on ne peut pas penser le progrès social, comme tu l'as dit, sans prendre en compte la question des inégalités des femmes entre les femmes et les hommes, et donc sans agir pour supprimer ces inégalités-là. Donc ça veut dire pas augmenter le temps de travail, ça veut dire au moins le diminuer largement, de manière à partager aussi derrière la question des tâches domestiques. Donc le 8 mars, pour finir, le 8 mars, c'est le moment où le mouvement féministe, au moins, participera et passera lui aussi à l'attaque, je l'espère, contre la loi travail qui nous est présentée aujourd'hui. Du coup, j'ai amené un petit badge, 8 mars attaque. Voilà. Merci. Et un cadeau et un clin d'œil pour ton engagement attaque. Féministe également. Voilà. Est-ce qu'on peut le voir? Vas-y, montre. Je montre. 8 mars, attaque. Merci beaucoup d'être venu. Beaucoup. C'est intéressant, je trouve, cette question de l'égalité femmes-hommes, parce qu'elle permet aussi de rappeler que, en fait, il n'y a jamais de projet de loi neutre. Quand on fait un projet de loi, même si ça ne parle pas en fait d'égalité, ça a des conséquences systématiquement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Soit ça accentue les inégalités, c'est généralement le cas, soit ça crée de l'égalité. Mais il n'y a pas de loi neutre. Et cette loi El Khomri, elle n'échappe pas à la règle. Bonsoir, vous êtes un des initiateurs de la coordination citoyenne de l'appel du 9 mars parce que, sur Facebook. Non, on vient de rater une de mes transitions là. Ouais. Merde, attends, on refait la transition. C'est les dangers du direct. Non, ouais. Alors, nous allons faire une petite pause, nous reprenons nos fiches dans l'ordre. Nous allons faire une petite pause dans le décryptage de la loi pour vous parler du 9 mars. En effet, donc le 9 mars, vous le savez sans doute toutes et tous, il y aura des manifestations partout en France. Cet appel à manifester, il est d'abord parti plutôt sur les réseaux sociaux, notamment sur des pages Facebook. On va en effet recevoir bientôt l'un des initiateurs d'une de ces pages Facebook. Et puis très vite, quasiment instantanément, il a été rejoint par des organisations de jeunesse. Peut-être que William Martinet, le président de l'UNEF, qui viendra tout à l'heure, nous dira combien, mais il y a de nombreuses organisations de jeunesse, syndicales, associatives et politiques, qui ont appelé au 9 mars. Et puis il y a des syndicats aussi qui ont appelé à descendre dans la rue le 9 mars, des syndicats partout en France. Et on y reviendra juste après, mais on a publié une carte des rassemblements sur laquelle on va revenir. Il y a des rassemblements partout en France, et quand je dis partout en France, c'est en métropole comme dans les dom-toms. À toi maintenant. J'ai fait ma transition.
consultez le site internet avec les cartes. Et du coup, je ne vous représente pas. Donc, coordination citoyenne de l'appel du 9 mars et partie de Facebook, c'est ça? Alors, comment est-ce que vous conseillez aux internautes justement de mobiliser? Quels sont les moyens qui sont à leur disposition pour mobiliser le 9 mars, première journée de manifestation contre cette loi travail? Bon, déjà bonsoir. Et bien tout à fait, déjà peut-être il faut partir par le constat que nous on a fait, parce que ouvrir une page Facebook c'est à la portée de tout le monde et effectivement, la différence peut-être sur ce cas-là c'est que nous avions décidé, un collectif de personnes un peu de toutes sortes de profils, de permettre, de faciliter donc la mobilisation, parce qu'on voyait qu'il y avait une volonté de s'exprimer et donc la création de cette page Facebook correspond aussi au lancement d'un événement. Donc qui sera le rassemblement qui aura lieu à 14h à Place de la République. Et cet événement, nous proposons de le faciliter, non pas en tant que syndicat, non pas en tant que syndicat étudiant, organisation étudiante, mais vraiment en tant que citoyen. Et donc, il y aura un espace qui sera ouvert, un programme ouvert et créatif pour tous les citoyens qui souhaitent s'exprimer ce jour-là, sans nécessairement être affiliés à une telle ou telle autre organisation. Merci beaucoup. Donc le rendez-vous, c'est 14h à République, c'est ça? Il y a combien de personnes qui ont répondu à l'événement sur Facebook? Alors, au niveau national, il y a déjà, je pense, plus de 120 000 personnes. Au niveau de Paris, on est autour des 15 000. Mais nous, bien sûr, on invite tout le monde à participer parce que, comme je le disais, c'est participatif. Ça veut dire que si vous allez sur le lien qui est donc po.st/9mars, vous pourrez retrouver le lien qui vous permet de vous inscrire en tant que bénévole. On a fait un appel à bénévoles, donc on en appelle à toutes les bonnes volontés. Le programme est riche. Il y aura notamment peut-être une fresque humaine, mais aussi un espace de témoignage pour qu'on puisse continuer dans cette lancée très positive qu'on a vue en ligne et la traduire physiquement à 14h mercredi à Place de la République. Est-ce que tu peux redonner le nom de la page Facebook pour qu'on puisse éventuellement la tweeter et la mettre sur la page Facebook de la mobilisation Loi Travail Non Merci? Donc le lien le plus court, donc c'est http po.st/9mars. Okay. Donc si ça s'affiche sur l'écran, je ne sais pas. Et mais si on va là-dessus, on va les mettre sur la page Facebook et sur le compte Twitter. Si on va, la page Facebook de l'appel du 9 mars qui s'affiche, on peut donc avoir toutes les informations sur les rendez-vous. Et donc notamment ce rendez-vous à Paris, 14h à République. Vous serez rejoints par les syndicats qui se retrouvent un peu avant à 12h30 au siège du MEDEF et qui vont ensuite venir à République. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci, et puis bon courage pour la préparation du 9 mars parce que ça va demander beaucoup de travail. Merci, on a besoin d'aide, donc allez-y les amis. Ouais, inscrivez-vous sur Internet. Merci beaucoup. Alors, mercredi prochain, nous, on vous encourage évidemment à venir toutes et tous manifester près de chez vous. Je crois, Adrien, qu'on a une carte de France, c'est ça, qui commence à bien se remplir avec toutes les mobilisations? Oui, absolument. Alors avant la carte de France, je voudrais rappeler qu'on a la chance d'avoir des dessins qui sont faits de cette soirée, notamment la dessinatrice Croc qui nous a fait un petit peu une preview de la manifestation. Donc merci à elle pour son travail. Et puis de notre côté, on n'est pas ceux qui avons lancé l'appel à la mobilisation, comme ça vient d'être précisé, mais on est dans une logique d'addition des dynamiques. Et donc pour aider, on a réalisé une carte de France des pétitions. Alors quand je dis carte de France, c'est la métropole, c'est l'outre-mer, mais il y a même des mobilisations qui sont prévues en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc je vous invite à aller sur loitravail.lol/rassemblement au pluriel. Et puis vous pouvez voir une cinquantaine de points violets. Ce sont des AG étudiantes qui auront lieu d'ici à mercredi pour prendre des décisions. Et 200 points jaunes, ce sont les mobilisations qui sont déjà prévues pour le 9 mars. J'en profite pour dire qu'il y a déjà 200 000 personnes qui ont consulté cette page, donc on va être beaucoup mercredi prochain. Merci Adrien. Sur cette page loitravail.lol/rassemblement au pluriel, vous pouvez aussi ajouter votre événement. Il y a des petits villages que je ne savais vraiment pas, que même Google n'arrivait pas à géolocaliser sur la carte. Donc je suis allée sur Wikipédia pour voir. J'ai vu qu'il y avait un événement dans un village de 4 habitants. Et donc il va y avoir un rassemblement, je pense, sur la place de la mairie dans ce village. Et vraiment, je trouve ça extraordinaire que partout en France, quelle que soit la taille du village, de la ville, il y ait des mobilisations. Je crois qu'il y a 2 manifs, il y a 2 rassemblements près de Pointe-à-Pitre, une manif à Nouméa et puis en effet à Berlin ou en Espagne, il y a déjà des rassemblements qui s'organisent avec des Françaises et des Français de l'étranger qui veulent aussi demander le retrait de cette loi. Alors, vous allez me dire, signer une pétition, on peut le faire le soir, le week-end, quand on n'est pas forcément au boulot.
Mercredi 9 mars, sortir en journée quand il n'y a pas forcément eu de préavis de grève dans mon entreprise, c'est pas toujours facile. Il y a des salariés qui ne pourront pas partir, soit parce qu'ils assurent la continuité d'un service, soit parce que c'est trop compliqué dans leur entreprise de sortir, soit parce qu'ils ne pourront pas poser un jour de congé ou se mettre en grève pour des raisons financières ou autres, peu importe. Et ben donc on a la solution. Et c'est Elliot Lepers qui vous la présente. Salut à tout le monde. En fait, on s'est dit que vous trépignez déjà sûrement d'impatience de pouvoir manifester. Puis il y en a peut-être qui vont pas pouvoir venir dans la rue le 9 mars et les dates qui suivront. Du coup, on a mis en place un outil sur l'URL manifester.loitravail.lol. C'est une manifestation virtuelle. En fait, c'est une carte de France sur laquelle vous pouvez vous positionner. Vous pouvez placer un curseur qui va vous représenter, qui va manifester pour vous en complément des manifestations physiques qui vont se tenir partout en France. Vous pouvez participer directement via Twitter en fait en utilisant le hashtag loi travail non merci. Si vous géolocalisez votre tweet, vous allez être placé à l'endroit où vous l'avez géolocalisé. Si vous ne mettez pas de localisation, eh ben c'est pas grave, vous êtes quand même placé quelque part sur la carte. Et puis si vous n'avez pas de compte Twitter, vous pouvez également participer directement en ligne depuis le site via ce petit formulaire. Et puis si vous rajoutez un message dans votre tweet ou bien dans votre publication, eh bien elle sera reprise et puis ça vous permettra de vous d'exprimer un commentaire sur le projet de loi travail. Là, on a déjà commencé à recueillir les participations qui ont été publiées sur Twitter et donc on va continuer dans les jours qui viennent. Donc Bien. Merci Elliot qui nous a envoyé la vidéo depuis très longtemps.